Carrefour, le géant français de la distribution, ouvre bientôt à Abidjan un hypermarché. Le site qui va abriter cette galerie marchande a été visité hier par Daniel Kablan-Duncan. Il se réjouit de la concrétisation de ce projet qui créera plus d'1 millier d'emplois directs et indirects. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté aujourd'hui à Grand Bassam la carte universitaire, une application web pour le pilotage de la réforme du système de l'enseignement supérieur et scientifique en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, on s'intéresse aussi à la police municipale, cet organe chargé de réguler la circulation dans les communes et d'y maintenir l'ordre. Pourtant, sur le terrain, le désordre est profond. Alors, quelle police municipale pour le maintien de l'ordre dans les communes? Réponse à suivre dans ce journal. Et puis, à l'étranger, 2 chasseurs turcs ont abattu aujourd'hui près de la frontière avec la Syrie un avion de combat russe qui, selon les autorités turques, avait violé leur espace aérien. La Russie proteste contre cette opération militaire. Moscou se dit en mesure de prouver que l'avion survolait bien l'espace aérien syrien. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Carrefour, le géant français de la distribution, numéro 3 mondial dans le secteur, ouvre bientôt son premier hypermarché d'Afrique noire ici à Abidjan. Le site qui va abriter cette galerie marchande sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing a été visité hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Avec à ses côtés des membres de son équipe, le chef du gouvernement a apprécié l'avancée des travaux de cette grande surface de distribution qui doit ouvrir ses portes dans quelques semaines. Sidonie Davila. Carrefour s'installe à Abidjan. Le géant français de la grande distribution est en voie d'achèvement de ses installations. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement du chantier. Cette grande première, le chef de gouvernement accompagné de quelques ministres l'apprécie. Mes impressions sont très favorables. Je vais d'abord remercier le président de la République qui a pris la décision le 4 novembre dernier d'accorder l'agrément à l'investissement à tous ceux qui veulent créer des centres commerciaux importants ou bien faire des extensions pour un montant d'au moins 10 milliards de francs CFA. Il y a plusieurs avantages que la Côte d'Ivoire tire d'un tel investissement, parmi les aspects financiers et l'aspect recette fiscale aussi qui va venir ici. C'est d'abord l'aspect concurrence. Il y a 610 emplois qui sont créés, notamment en faveur des jeunes et des femmes. Situé sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, cet hypermarché construit sur une surface de 20 000 m² présente 2 niveaux. Ces travaux, aujourd'hui, sont très avancés. Aujourd'hui, nous sommes prêts à 80%. Il y a encore quelques travaux à faire sur la partie galerie marchande, de la décoration essentiellement, des finitions. Sur la supply marchandise, on est globalement à la même chose, 80%. Les derniers containers pour l'hypermarché Carrefour sont déjà au port pour la plupart. Nous serons prêts dans quelques jours. Dans quelques semaines, les consommateurs ivoiriens assisteront à l'ouverture de cette grande surface de distribution. Ils auront sans doute une offre alimentaire large et variée, des étals richement pourvus en produits frais et en produits locaux. Et ce mardi, Daniel Kablan-Duncan a procédé à l'ouverture officielle des journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, activité organisée par le ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat en collaboration avec la FIPME, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Cette 5e édition tourne autour du financement des petites et moyennes entreprises, difficultés persistantes et solutions émergentes. Le compte-rendu de Christelle Mena. 5e édition des Journées nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises. Durant 3 jours, des acteurs majeurs de l'écosystème économique ivoirien s'attelleront à trouver des solutions émergentes aux difficultés persistantes de financement des petites et moyennes entreprises. Plus de 70% des PME ivoiriennes accèdent difficilement au financement. Nous avons un problème de trésorerie, nous avons un problème de financement, des financements d'équipement par exemple. Nous constatons que les difficultés persistent. Alors il est important qu'on sache d'abord pourquoi et s'il y a des solutions, lesquelles. On va échanger, on va avoir d'un côté les banquiers qui vont nous dire ce qu'ils ont comme produit maintenant. On va pouvoir leur poser des questions directement. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat parraine l'événement. Les journées nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises sont aussi l'occasion pour le gouvernement d'informer sur les réformes structurelles et sectorielles adoptées pour améliorer l'environnement des entreprises et relancer l'économie ivoirienne. Des actions majeures ont été menées par le gouvernement. Il s'agit notamment
de l'adoption d'une loi d'orientation de la politique nationale des PME, de l'adoption d'un plan stratégique de développement que nous appelons communément le programme Phoenix. Et le gouvernement aussi a pris des décrets pour l'amélioration de l'accès des PME au marché public. PME, PMI, les moteurs de la croissance économique ivoirienne. Elles constituent 80% du tissu économique ivoirien, 23% des emplois formels et ne contribuent qu'à hauteur de 18% du produit intérieur brut contre une moyenne de 33% en Afrique. L'enjeu, crucial pour l'économie ivoirienne, a valu la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Présidant la cérémonie d'ouverture, il attend de ces journées des recommandations pertinentes pour le développement des PME ivoiriennes. Je voudrais vous inviter à procéder au diagnostic du financement des PME et l'artisanat en évaluant avec rigueur les performances des modes de financement actuels, la pertinence d'éventuels nouveaux dispositifs. Et il faudra donc également faire le bilan de toutes les actions gouvernementales en faveur de la promotion et développement des PME et l'artisanat, de manière à ce que vos recommandations puissent permettre d'améliorer et de renforcer le dispositif national. En ce qui le concerne, le gouvernement s'engage à apporter une attention particulière aux conclusions de ces journées pour un développement harmonieux et rapide des PME et l'artisanat, pour un développement plus inclusif. Cette 5e édition des Journées nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises coïncide avec le 20e anniversaire de la Fédération ivoirienne des PME. Une fédération qui a pour ambition de dynamiser le secteur et intensifier l'interactivité entre ses acteurs. L'économie ce soir, c'est aussi cette interrogation. Comment transformer l'économie africaine, la rendre compétitive, de sorte à rendre les fruits de la croissance inclusive et offrir des emplois aux jeunes? Problématique importante qui a été soumise aux réflexions d'économistes africains réunis à Accra la semaine dernière. L'initiative est de la Commission de l'Union africaine, de la Fondation africaine pour le renforcement des capacités et le gouvernement ghanéen. L'éclairage de notre envoyé spécial à Accra, Noël Niagno. Accra, au Ghana, Fiesta Hotel. 113 économistes venus des pays d'Afrique et de la diaspora, des universités ghanéennes, le personnel de la Commission de l'Union africaine sont en congrès, le 4e du genre avec des spécificités singulières. Première particularité, c'est un congrès conçu par les Africains, organisé par les Africains et pour les Africains. C'est un congrès qui réunit en même temps, dans une même salle, les économistes africains de la diaspora et les économistes africains du continent. C'est un congrès qui vise à accroître, à améliorer, si vous voulez, la capacité en matière d'analyse économique. Capacité en matière d'analyse économique pour permettre aux Africains de concevoir des réponses africaines aux problèmes africains. 4 communications, 8 sessions servies de cadre de discussion et de débat pour explorer les voies et moyens à mettre en œuvre pour industrialiser l'Afrique. Parce que ces économies sont convaincus d'une chose, l'industrialisation est l'axe stratégique majeur à la transformation structurelle de l'Afrique à l'horizon 2063. Cela grâce à la mise en place de cadres de politique industrielle dynamiques et cohérents, à la diversification des structures de production des industries africaines et à leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Dans cette optique, il souhaite un engagement total de l'État et pour cause. En l'état actuel des économies africaines, l'État africain, les États en Afrique ont encore un rôle majeur à jouer pour non seulement corriger les erreurs du marché, mais pour donner de nouvelles impulsions, de nouvelles dynamiques aux activités économiques de notre continent. En plus de cette option clairement affichée à Accra, les économistes souhaitent, entre autres, la mise en place d'un forum africain des centres de recherche économique et sociale. On en vient à la présentation du rapport 2015 sur les perspectives économiques régionales par le FMI, le Fonds monétaire international. Ce rapport présente les principaux défis de politique macroéconomique de l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne. Malgré une croissance soutenue depuis une décennie, l'activité économique de l'Afrique subsaharienne s'est nettement affaiblie avec des disparités considérables au sein de la région. C'est en substance ce qui ressort de l'édition
d'octobre 2015 du rapport du département Afrique du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques régionales. L'évolution du contexte mondial, dont on remarque qu'il se dégrade sur certains points, en particulier sur le cours des matières premières, pétrole, mais aussi le fer, le gaz, le coton, beaucoup de matières premières, on voit leur cours diminuer fortement. Et donc c'est un défi pour les pays d'Afrique subsaharienne. Et aussi un renchérissement du coût des financements sur les marchés de capitaux étrangers. Pour cette année 2014, selon le FMI, la croissance est de 3,75% et de 4,25% en 2016 contre 5% en 2014. Pour faire face à un environnement qui se dégrade, ce rapport indique que les politiques publiques des États de l'Afrique subsaharienne doivent être adaptées. Concernant la Côte d'Ivoire, Alain Feller, représentant résident du FMI, a relevé les particularités de l'évolution favorable de la Côte d'Ivoire dans ce contexte. La Côte d'Ivoire, premier exportateur de cacao par exemple, a bénéficié de cours très favorables sur le marché. Et en plus, la réforme a permis de passer une bonne partie de ces cours favorables aux paysans. L'édition d'octobre 2015 du rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales indique des recommandations plus spécifiques à la Côte d'Ivoire pour consolider les excellents résultats obtenus avec l'appui de l'institution financière à travers l'accord au titre de la facilité élargie de crédit. Ce sont entre autres l'approfondissement des réformes du climat des affaires pour promouvoir l'investissement privé, la préservation de la viabilité de la dette de l'ensemble du secteur public, le maintien de la stabilité macroéconomique et surtout le renforcement du caractère inclusif de la croissance. Transféré de Londres à Abidjan, le siège de l'Organisation internationale pour le cacao a été visité hier par des responsables de l'ICCO. Cette démarche a pour but de mener des études d'évaluation en vue de la réhabilitation du bâtiment occupé antérieurement par le Conseil du café cacao aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Frédéric Olaï, Jean-Jacques Ouaméala. Voici l'immeuble qui va abriter le siège de l'Organisation internationale du cacao ICCO transféré de Londres à Abidjan. Une visite d'évaluation et d'étude des travaux de rénovation a été effectuée ce lundi par la direction exécutive de l'institution et la partie ivoirienne. Situé aux 2 plateaux dans la commune de Cocody, ce bâtiment présente une architecture à 2 niveaux, composée de 2 salles de réunion et plusieurs bureaux. Octroyé par l'État de Côte d'Ivoire, les locaux étaient occupés par le Conseil Café Cacao. Ce que nous faisons actuellement, c'est la matérialisation de cette décision du Conseil. Donc nous sommes arrivés, une importante délégation de l'organisation et moi-même, pour nous entretenir avec les autorités ivoiriennes et faire le point des dispositions logistiques qui sont mises en place dans le cadre de cette délocalisation. Nous nous sommes mis d'accord avec la partie ivoirienne sur le bâtiment. Nous pensons que ce bâtiment répond aux normes. La délocalisation de l'ICCO à Abidjan a pour objectif de faire de la Côte d'Ivoire un centre de décision et d'information, mais également rapprocher l'institution des producteurs et consommateurs du cacao. Elle permet aussi à l'État de Côte d'Ivoire de renforcer son leadership au plan international. En tant que premier pays producteur de cacao, c'est vraiment un honneur et un privilège en tout cas d'abriter ce siège-là. Nous pensons qu'à partir du moment où toutes les réunions vont se dérouler ici en Côte d'Ivoire, où le siège est véritablement ici en Côte d'Ivoire, c'est un avantage certain pour le pays. Non seulement sur le plan de la diplomatie, sur le plan politique, mais également sur le plan économique et financier. Après 13 ans de négociations, l'Organisation internationale du cacao est transférée à Abidjan. La décision de ce transfert, entamée en 2002, est entrée en application en septembre 2015. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao avec 40% de la production. Le groupe de travail pour la réforme de la filière EVA, palmier à huile, a été officiellement installé hier. Installation faite par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, à l'issue d'une réunion au cours de laquelle les membres ont été présentés et instruits sur leur feuille de route. Christelle Onda, Moussa Konaté. Les filières EVA et palmier à huile en difficulté. De 2012 à 2015, le kilogramme de caoutchouc est passé de 1625 francs CFA à 825 francs, soit une baisse de 20%. Quant au palmier à huile, il est passé de 63,99 francs CFA en 2011 à 41,99 francs CFA en 2015, soit une baisse de 34,34%. Face à cette situation qui entraîne une chute des revenus des producteurs,
L'État ivoirien vient d'installer un groupe de travail composé de 8 membres. Leur rôle, réfléchir à des stratégies pour améliorer la compétitivité de ces filières sur le marché. Il a pour mission de faire l'état des lieux des filières concernées, proposer un cadre légal et institutionnel de gestion des 2 filières, proposer un schéma de l'organisation de la production et enfin effectuer toute autre diligence nécessaire à la restructuration de la filière. Pour le ministre de l'Agriculture, ce groupe va permettre une meilleure implication de l'État dans la régulation de ces filières dans l'intérêt de tous les acteurs. Notre responsabilité collective est grande. Il ne s'agit pas seulement de réformer une filière ou des filières, mais il s'agit de s'adresser à la gouvernance de ces filières pour qu'elles continuent de donner l'exemple aux autres filières. Le rôle de l'État, c'est de réguler et de créer le cadre propice à l'investissement. Que cette réforme n'est pas d'a priori. Il ne s'agit pas de faire un retour de l'État dans une filière. Il s'agit justement pour l'État de s'assurer que son retrait ne porte pas dommage à une filière. Le groupe de travail réforme filière EVA et palmier à huile est né sur instruction du président de la République. Il dispose d'1 mois pour jeter les bases de cette réforme en vue de redonner un nouveau souffle aux filières EVA et palmier à huile. Au plan mondial, la Côte d'Ivoire occupe le 5e rang en ce qui concerne le palmier à huile. Pour l'EVA, elle occupe le 7e rang mondial. La 24e réunion ordinaire de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique s'est tenue il y a quelques jours à l'hôtel Hilton de Malte. La Côte d'Ivoire était représentée à ce rendez-vous par son ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le point de Serge Coléa. La 24e réunion ordinaire de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ICCAT, s'est tenue à Malte en présence des pays membres de cette organisation. La Côte d'Ivoire y était représentée par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobenan Kwasi Adjoumani a souligné l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour ce secteur. Pour lui, l'ICCAT constitue un instrument incontournable de référence dans la conservation des ressources thonières et des espèces associées de l'Atlantique. C'est pourquoi il a exhorté les parties contractantes à une concertation constructive en vue d'aboutir à des solutions consensuelles. À l'instar des autres pays membres de l'ICCAT, la Côte d'Ivoire attache un grand intérêt à la conservation des thonidés et espèces associées de l'Atlantique. Cette conservation contribue à la création d'emplois, à la sécurité alimentaire et au développement de l'industrie thonière. Notons par ailleurs que cette 24e session ordinaire de l'ICCAT a permis d'examiner des questions importantes pour le bon fonctionnement de l'organisation. La Côte d'Ivoire dispose d'une importante industrie thonière et occupe au sein de l'ICCAT la présidence de la sous-commission relative aux thons tropicaux. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté aujourd'hui à Grand-Bassam la carte universitaire, une application web pour le pilotage de la réforme du système de l'enseignement supérieur et scientifique en Côte d'Ivoire. Ce projet vise la résolution de la question de la massification des effectifs et d'un enseignement de qualité, entre autres. Grâce Kando. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se dote d'une carte universitaire. Cet outil permet la géolocalisation des différents établissements publics d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, de répertorier les formations dispensées et les diplômes délivrés dans les universités. Cette carte est une application web conçue par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG. Pour que l'État décide d'étendre les universités existantes, de créer des centres et instituts de recherche, il lui faut une base décisionnelle. Cette base décisionnelle, c'est les effectifs d'élèves bacheliers, donc qui vont entrer dans l'enseignement supérieur. Ce sont les effectifs d'étudiants à l'université qui passent d'année en année et qui sortent du système pour trouver un emploi. Avec la carte universitaire, avec toutes les applications qui sont développées, qui nous sont expliquées par le CNTIG, nous avons effectivement un positionnement physique de toutes les infrastructures, que ce soit les salles de travaux pratiques, les travaux dirigés, les infrastructures annexes. Donc pour la gestion du patrimoine de l'université, c'est plus aisé pour les dirigeants que nous sommes. La carte universitaire est un véritable système d'information avec des indicateurs mis à jour. Il y avait un vide. Et puis aujourd'hui, quand on demande à un établissement d'enseignement supérieur de fournir des données statistiques, ce n'est pas évident.
Si le ministre a besoin de savoir combien d'étudiants sont passés en année supérieure, combien sont dans la vie active, combien ont eu de l'emploi parce qu'ils ont eu leur diplôme l'année dernière, on ne peut pas répondre. Mais avec la carte universitaire, on pourra avoir les réponses à toutes ces questions. Cette carte universitaire se situe dans le prolongement de la carte scolaire déjà établie l'année dernière par le CNTG. Il faut plus de 8 milliards de francs CFA pour lutter contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire sur la période 2016-2020. C'est ce que révèlent les documents de la stratégie et le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. Document présenté hier en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oloto. On retrouve Grace Kando. Une dame qui cherche quelqu'un pour pouvoir s'occuper de sa maman. Ils m'ont promis ce qu'on appelle le paradis sur terre. Arrivé là-bas, le papa veut coucher avec toi. Matin même pour manger, même c'est pas là. Tu vas te réveiller à 6 heures, tu vas travailler jusqu'à 2 heures du matin. C'est donc pour lutter efficacement contre la traite des personnes que des documents de stratégie nationale et de plan d'action ont été élaborés. Une initiative du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le plan d'action mondial, dupliqué au niveau national à travers cette stratégie, permettra, j'en suis convaincu, d'apporter des réponses idoines aux problèmes des victimes. Le défi est immense et les enjeux préoccupants, je devrais dire très préoccupants. Je suis fortement convaincu que notre approche dans cette lutte doit plus que jamais être participative et inclusive. L'élaboration de ces documents stratégiques sur la traite des personnes a vu la participation de plusieurs partenaires. Nous avons d'abord mené une mission exploratoire pendant laquelle nous avons identifié les différents défis en matière de lutte contre la traite des personnes. Ces instruments stratégiques viennent compléter le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes qui sera très bientôt adopté par le Parlement. Au nom du gouvernement et par ma voix, je dois déjà vous rassurer quant à notre détermination à relever le défi que lance la communauté humaine d'esclavage des temps modernes, qu'est la traite des personnes. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, sur 136 pays concernés par la traite des personnes, 118 sont des pays africains. 75% des victimes sont des femmes et des enfants. En bref et en image, demain et après-demain, la cellule de coordination de suivi et de réinsertion, CCSR, se réunit au Grand Complet à Yamoussoukro, la capitale politique, à l'occasion d'un séminaire international. Tous les partenaires de la cellule y prendront part. La rencontre va porter sur le désarmement et la réinsertion, un domaine dans lequel la Côte d'Ivoire est en passe de devenir un modèle. Ago Kodia Christian, le coordonnateur de la CCSR, en a fait l'annonce ce mardi aux journalistes. Vous le voyez sur ces images, c'était au siège de la cellule à Cocody de Plateau. Je vous l'annonçais en titre, on s'intéresse également ce soir à la police municipale. Cet organe chargé de réguler la circulation dans les communes et d'y maintenir l'ordre. Pourtant, sur le terrain, le désordre est profond. Alors, quelle police municipale pour le maintien de l'ordre dans les communes? Réponse dans ce constat d'Ahmed Traoré et Abou Sanogo. La police municipale, encore appelée police administrative, a pour mission d'assurer, maintenir et rétablir l'ordre public dans le ressort territorial de la commune. Notre rôle, maintenir et rétablir l'ordre public, la sécurité, la tranquillité, la sûreté et la salubrité publique. Nous avons plusieurs missions. Nous travaillons avec les agents de la régie et les agents du service technique. Pourtant, s'il y a un défi qui donne du fil à retordre à certaines mairies, c'est bien le désordre. Nous sommes dans la commune d'Adjamé. Du boulevard Nangui à Brogo à la Grande Mosquée, la voie est obstruée par des commerçants. Des places leur sont réservées dans le marché. Mais pour des questions de gain, ils préfèrent plutôt occuper les trottoirs. Adjamé n'est pas comme les autres communes. Adjamé, c'est une commune qui reçoit 2 300 000 personnes par jour. Et tous ceux-là viennent pour faire le commerce. Donc vraiment, gérer en même temps 2 300 000 personnes, plus les 370 000 personnes qui dorment
Ici à Djamé, vous voyez, ça fait beaucoup pour nous. Alors c'est pourquoi nous demandons chaque jour l'aide de la police nationale pour essayer de mettre un peu d'ordre. À l'égard du boulevard Nanguia Brougua, certaines rues d'Abidjan renouent avec le désordre. Alors, quelle police municipale pour le maintien de l'ordre dans les communes? Il y a une insuffisance d'effectifs. Parce que déjà, le service d'ordre, c'est-à-dire que vous savez que la police municipale est connue pour celle qui va donc assurer les déguerpissements sur les trottoirs ou accompagner le régisseur, le service de régie pour la question de la collecte des recettes. Une mission souvent mal perçue par la population. Bon, la police municipale, c'est les agents de la mairie. Il y a d'autres qui font leur travail bien. Il y a d'autres qui sont paresseux, qui sont dans la ville, traînent seulement. Pour moi, la police municipale, bon, c'est une police que nous voyons toujours. Mais la question est de savoir est-ce que cette police a agi véritablement. Et ce n'est pas une police corrompue. Selon le premier magistrat de la commune d'Atekoubé, la police municipale doit être davantage formée. La police municipale a un rôle très important. C'est pourquoi nous, en tant que maire, nous tenons à ce que cette police soit formée, qu'elle puisse bénéficier du renforcement de capacités, qu'elle puisse donc être opérationnelle, bien équipée, bien éduquée et assermentée pour agir. En attendant, la Côte d'Ivoire et le Canada envisagent de créer une école de la police municipale. Sa mission sera de réinsérer plusieurs jeunes dans le tissu social. À l'étranger, le Burkina Faso, à 5 jours de la présidentielle, les candidats multiplient les opérations de charme auprès des électeurs. C'est le cas de Saran Sérémé, candidate du Parti pour le développement et le changement PDC. Elle exhorte ses militants à opter pour un changement de comportement et de mentalité en votant le PDC dimanche prochain. Alexis Ouedraogo. La politique est là dans la peau. Saran Sérémé, candidate à la présidentielle 2015 au Burkina Faso, est la présidente du Parti pour le développement et le changement, PDC. Elle se définit comme un produit de synthèse. J'ai appris la politique sous la Révolution, depuis l'âge de 13 ans. J'ai évolué à travers plusieurs affres que j'ai vécues pendant des temps d'exception, entre les tortures, la prison, entre le statut de réfugié politique au Mali et mes études que je ne pouvais pas terminer au Burkina. J'ai appris après, à travers un esprit de consensus, à travailler avec, je peux dire, mes anciens bourreaux pour le bien-être de Burkina Faso et surtout de mes communautés. Femme de conviction, Saran Sérémé se lance sur la scène politique avec sa vision, faire du Burkina Faso un état de droit. Nous devons travailler à ce que la boulimie constatée au niveau de l'exécutif ne puisse plus transformer le pouvoir législatif en caisse de résonance et non plus ne pas transformer l'appareil judiciaire en un bras armé, tout simplement. Nous pensons que cet indépendant de la justice œuvrera beaucoup à implémenter un état de droit, un état républicain qui empêcherait que parfois les militaires viennent tout le temps intervenir dans nos politiques pour essayer de venir eux aussi à la gestion des affaires de la cité. Mais ils peuvent venir sauver le peuple et se retirer. Santé, éducation, TIC, emploi des jeunes. L'Amazone de Tungan, comme on la nomme à Ouagadougou, a un projet de société pour relancer l'économie du pays, mais qui surtout place l'homme au cœur de toutes ses actions. Nous œuvrerons à avoir des investisseurs, mais des investisseurs responsables qui ne viendront pas juste pour venir puiser notre potentiel, nos richesses et repartir tout simplement comme cela s'est vu pendant des années. Nous voudrons des investisseurs, quand ils investiront, nous sentirons le social, nous sentirons le développement réellement être implémenté. Des femmes qui osent sur une scène politique longtemps chasse-gardée des hommes. Tout comme Saran Sérémé, Françoise Toé est elle aussi candidate pour le compte d'un parti, le Parti pour la démocratie et le progrès. Elle se veut confiante. Les prochains jours nous le dirons. Peut-être une femme à la tête du Burkina Faso. Un adolescent de 15 ans est mort au Libéria de la fièvre hémorragique Ebola. Il s'agit du premier décès dû au virus depuis des mois. Le Libéria, souvenez-vous, avait été déclaré exempt de contagion le 3 septembre dernier.
La victime, Nathan Botoé, est décédé hier dans un hôpital de Painesville, un faubourg est de la capitale Monrovia. La fièvre hémorragique à virus Ebola continue de faire des victimes au Libéria. Un enfant de 15 ans vient de perdre la vie selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Il vient ainsi compléter la liste à 4 162 morts sur 9 343 cas de contamination détectés dans le pays. 2 de ses frères et sœurs ont aussi manifesté des signes de maladie ces 2 derniers jours, a déclaré le docteur Bruce Aylar, sous-directeur de l'OMS. Le Libéria avait pourtant été déclaré exempt de l'épidémie une première fois en mai, avant la réapparition du virus environ 7 semaines plus tard. Le 3 septembre dernier, il était à nouveau déclaré exempt de l'épidémie. 150 cas contacts sont actuellement suivis, indique l'OMS qui attribue la résurgence du virus à sa persistance dans les liquides corporels de certains survivants. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle a fait 11 300 morts sur un total de près de 29 000 personnes contaminées depuis décembre 2013. Le Libéria reste le pays le plus touché de cette épidémie. En Tunisie, au moins 11 personnes ont péri dans l'explosion d'un bus. Selon le ministère de l'Intérieur tunisien, il s'agit d'un bus de la sécurité présidentielle. L'explosion s'est produite avenue Mohamed V. Le porte-parole de la présidence, Mouez Sinawi, a déclaré qu'il s'agissait d'un attentat. Et puis ces 2 chasseurs F-16 turcs qui ont abattu aujourd'hui, près de la frontière avec la Syrie, un avion de combat de fabrication russe qui, selon les autorités turques, avait violé leur espace aérien. La Russie proteste contre cette opération militaire. Moscou se dit en mesure de prouver que l'avion survolait l'espace aérien syrien. De son côté, Ankara estime que l'avion a ignoré les sommations. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur l'application RTI Mobile.